On commence avec une liste Adepta Sororitas dans le détachement Halloween Martyr. Dans les personnages, on aura la Démunifuge, Junit Eruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, le triomphe de Sainte-Catherine, deux chanoinesses dont l'une sera équipée de l'optimisation Saintly Example, une dialogus, un prêtre du Ministerum, et enfin une palatine avec l'optimisation Through Suffering Strange. Du côté des transports dédiés, nous aurons un Immolator et un Rhino. Pour les autres unités, nous aurons 2 unités de 10 arcoflagellants, ainsi qu'une troisième de 3 seulement, un bloc de 10 Célestians Sacro-Saintes, une unité de Sanctifieurs, une autre de Novices, ainsi qu'une unité de 3 Parangons Warsuit, et bien sûr en unité alliée, l'Assassin Calidus. Cette liste Halloween Martyr illustre une approche profondément technique du jeu des sœurs de bataille, centrée sur la redondance de personnages et la gestion du tempo à travers des couches successives de menaces et de soutien. Morvenval reste le pilier habituel de la fiabilité de la faction. Sa puissance de feu, combinée à ses relances natives, permet à la liste de compenser son absence d'artillerie lourde. Autour d'elle, une constellation de personnages. Junit Eruita, le triomphe de Sainte-Catherine, les chanoinesses, la palatine, la dialogus et le prêtre du Ministerum créent toute une toile de capacité amplifiant le potentiel de chaque unité, tout en générant et recyclant les dés de miracle. Les arcoflagellants forment la ligne d'écran principale. Grâce à leur vitesse et leur résistance relative face à la saturation, ils servent de tampons, absorbant la pression tout en créant des opportunités de contre-attaque. Les Célestians Sacro-Saintes apportent le verrou défensif au cœur de la formation. Résistante et capable d'infliger des dégâts corrects, elles stabilisent la ligne de front et protègent les personnages. Les Sanctifieurs ajoutent une dimension utilitaire, contrôle de zone et menace contre l'infanterie légère. Les Novitiates et les Parangons Warsuit incarnent les 2 extrémités du spectre offensif. Les premières seront accompagnées de la palatine, afin d'offrir leur relance des touches à un personnage capable de développer un nombre impressionnant de blessures mortelles, particulièrement dans un détachement permettant de combattre en mourant, le fameux Fight on Death, automatiquement via le stratagème Spirit of the Martyr, pour ensuite être réincarné avec le stratagème Intervention Divine, le tout, évidemment, profitant du bonus de détachement plus un touche et plus un bless. Les secondes, les Parangons accompagnés de Morvenval, représentent une menace directe, dotée d'une puissance de feu et d'une capacité de mêlée destructrice. L'Immolator et le Rhino complètent la structure par leur rôle de transport et de protection, permettant à la liste d'adapter sa projection en fonction de la menace adverse. Enfin, la présence d'une Calidus ajoute une couche de contrôle, perturbant les stratagèmes ennemis et exploitant toute ouverture dans le camp adverse pour valider certains secondaires. La puissance de la liste repose sur la réanimation des menaces majeures qui la composent, transformant chaque perte en opportunité, l'un des archétypes les plus exigeants du codex, mais aussi l'un des plus gratifiants pour un joueur capable de l'orchestrer avec sang-froid et discipline. Du côté des forces, nous avons une synergie dense entre personnages et dés de miracle, une capacité de régénération constante de ressources, une létalité contrôlée via les Parangons et Morvenval, ainsi qu'un outil de disruption efficace, notamment avec la Calidus. Côté faiblesse, nous avons globalement une mobilité moyenne en dehors des transports. Donc s'il venait à être détruit, cela pourrait poser problème sur l'aspect de la projection. Il y a aussi une difficulté à gérer la saturation longue portée, puisque en dehors de Morvenval et des Parangons, on a très peu de répondants à ce niveau. Il y a un risque d'étouffement face à des armées beaucoup plus rapides que nous. Et enfin, la liste demande une exécution exigeante nécessitant une excellente anticipation. Nous aurons une liste Ravengard dans le détachement Shadowmark Talon. Dans les personnages, on commence avec Aeson Shan en tant que seigneur de guerre, Eivin Shrike, le capitaine Jumpak avec l'optimisation Hunter Instinct, et enfin un lieutenant en armes combinées avec l'optimisation Coronal Susurrant. Du côté des unités de ligne, nous aurons tout simplement une unité de 5 intercessors. Pour le reste, une unité de 6 Centurions Devastator, une unité de 6 Inceptors Plasma, 2 petites unités de 3 Inceptors en Bolter, une unité de 5 Incursors, 2 unités de 5 Scouts, 2 blocs de 10 vétérans Vanguard en réacteur dorsal, ainsi qu'un Invictor Tactical Warsuit. Le détachement Shadowmark confère à l'armée un double avantage,
l'accès à l'avance-et-charge pour ses unités Phobos, dont Strike en fait partie, et la possibilité d'utiliser Into Darkness gratuitement avec Ae-Sunshine pour se repositionner après avoir frappé. L'armée repose sur un tempo d'ouverture agressif, rythmé par les vétérans Vanguard et les personnages à réacteur dorsal, Shrike, Ae-Sunshine et le capitaine, capables d'appliquer une pression immédiate sur plusieurs zones. L'ensemble forme une avant-garde mobile et imprévisible, exploitant les angles et les décors pour saturer la table et menacer dès le premier tour. Le capitaine équipé de l'Hunter Instinct permet d'arriver depuis la réserve dès le premier tour, notamment durant le tour adverse en utilisant le stratagème d'arrivée précipitée, maximisant ainsi la surprise et l'impact d'une telle unité, tandis que le lieutenant avec Coronal susurrant perturbe l'utilisation des stratagèmes adverses. L'ajout de l'Invictor Tactical Warsuit constitue l'innovation la plus marquante de cette composition. Grâce à son mot-clé Phobos, il pourra bénéficier du stratagème Feint and Trust pour l'avance-et-charge, tout en exploitant son mouvement d'éclaireur 8 pouces pour créer une pression dès le tour 1. En arrière-plan, les Centurions et Inceptor assurent un soutien de feu massif, permettant de punir tout mouvement imprudent. Jumelé au stratagème Into Darkness, ces unités pourront intervenir à l'endroit exact du champ de bataille où vous en aurez le plus besoin. Enfin, les scouts et un cursor garantissent la reconnaissance et le scoring secondaire, assurant la cohésion d'une armée où chaque unité contribue à maintenir la pression constante. Dans cette liste, chaque unité a un rôle précis. L'intégration de l'Invictor renforce la dimension imprévisible du plan d'ouverture. Une liste équilibrée entre agressivité, flexibilité et contrôle du champ de bataille. Redoutable entre les mains d'un joueur capable d'enchaîner les séquences avec précision, comme David Gaillard. Du côté des forces, nous avons une mobilité extrême et des frappes d'ouverture imprévisibles. Une synergie efficace entre Shrike, Ae-Sunshine et le capitaine Jumpak, ainsi que ses unités en réacteur dorsal. Il y a une excellente exploitation des stratagèmes du détachement, et une bonne couverture du terrain grâce notamment aux unités Phobos. Côté faiblesse, nous avons une dépendance au positionnement et au tempo dès les premiers tours. Il y a du coup un risque d'épuisement rapide des ressources en cas d'échec, notamment sur les charges. Il y a aussi, in fine, peu de résistance sur les unités clés de projection. Nous restons sur un format Space Marine, Endurance 4, 2 points de vie, sauvegarde à 3+. Et bien entendu, cela demande une exécution exigeante nécessitant une lecture constante de la table. On aura une liste tyrannide dans le détachement assaut souterrain. Dans les personnages, on commence avec une unité de Raveneurs hyper adaptés, un Neurotyran, un Swarmlord en tant que seigneur de guerre, ainsi qu'un Trigon et son optimisation Trigon Prime. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 10 gargouilles, une seule unité de 10 Ormagaunt. Pour le reste, un Biovore, 2 Exocrines, un Lictor, un Neurolictor, 2 unités de 5 Raveneurs, un Tyrannofex et un Zoanthrope. Le plan de jeu repose sur l'exploitation maximale des mécaniques de tunnels et de frappe en profondeur propres au détachement assaut souterrain. Les Raveneurs hyper adaptés et le Trigon Prime forment le noyau déterminant le tempo de la partie. Ces unités placent et exploitent les tunnels permettant à l'armée d'apparaître précisément où la résistance ennemie est la plus faible. Le Swarmlord assure la génération des points de commandement supplémentaires pour exploiter les stratagèmes les plus importants du détachement, mais il perturbe aussi l'utilisation des stratagèmes adverses avec son aura de Vect, tandis que le Neurotyran renforce la létalité et la stabilité synaptique des créatures environnantes. Les Raveneurs et Gargouilles constituent les vecteurs de harcèlement et de contrôle du terrain. Les premiers capables de réapparaître depuis les réserves, ils appliquent une pression continue sur les flancs, tout en ouvrant de nouveaux points d'entrée avec la mécanique de tunnel du détachement. Leur rôle est d'engager puis se repositionner pour forcer l'adversaire à se diviser. Les Gargouilles, quant à elles, assurent le verrouillage des objectifs et le ralentissement des forces adverses, leur mobilité leur permettant de bloquer les points de passage afin d'isoler les cibles clés. Ce maillage aérien et souterrain garantit que l'adversaire reste sur la défensive dès les premiers tours. En appui, nous avons les Exocrines et le Tyrannofex qui constituent la colonne de tir, ancrée dans les zones sécurisées. Ces plateformes stabilisent la liste en lui offrant un feu soutenu à longue portée, capable d'ouvrir des brèches pour les frappes venues du sous-sol. Le Biovore et le Neurolictor apportent des outils de nuisance, le premier avec les Spormines pour ralentir, voire bloquer les angles d'attaque que l'adversaire voudrait exploiter, et le second avec des tests de Battle Shock pour améliorer la létalité de l'armée et empêcher le déni d'objectifs primaires, autant d'éléments qui limitent la mobilité adverse et amplifient la pression du moral
des ennemis. Enfin, les zoanthropes offrent une puissance de feu supplémentaire considérable, renforçant la létalité du cœur de la liste, tout en constituant un pivot synaptique fiable pour maintenir la cohésion entre les vagues d'assaut. L'armée ici multiplie les angles d'attaque, enfermant son adversaire sous la menace d'arrivée surprise et contrôle le tempo par une alternance méthodique entre frappe et repli. C'est une composition d'une efficacité redoutable, combinant la discipline synaptique à une maîtrise parfaite de la pression sur le champ de bataille. Du côté des forces, nous avons évidemment une synergie forte entre les tunnels et les assauts coordonnés. C'est un peu le principe du détachement. Une excellente combinaison de tirs lourds, que ce soit avec l'exocrine, le tyrannophex et bien sûr les zoanthropes. Une capacité de nuisance élevée via le biovore et le neurolictor, ainsi qu'une flexibilité sur les scénarios à objectifs multiples. Côté faiblesse, nous avons tout de même une dépendance élevée aux arrivées et placements de tunnels. Donc contre certaines unités repoussant les frappes en profondeur, cela pourrait devenir problématique. Il y a aussi une difficulté à tenir les objectifs de manière prolongée face particulièrement aux listes de hordes. Il y a un risque de désynchronisation si jamais les tunnels sont mal coordonnés. Et bien entendu, comme les listes précédentes, cela demande une exécution exigeante nécessitant une lecture constante du rythme de la partie et particulièrement de l'armée adverse. On finira ce top 4 avec une autre liste, Adepta Sororitas, mais cette fois dans le détachement Porteuse de Flammes. Dans les personnages, on commence avec Aetred Turga et Agatae Dolan. Vraiment, j'ai du mal pour prononcer ces deux figurines. Bref, une chanoinesse qui aura l'optimisation Iron Supplice of Saint Istalella, une Dialogus ainsi que Morvenval en tant que seigneur de guerre. Côté transport dédié, nous aurons 2 Immolators et 2 Rhinos. Pour le reste, 2 Castigators, 2 unités de 10 Dominions, une unité de 3 Parangons Warsuit, 3 unités de 5 Rétributeurs et enfin 2 unités de Sanctifieurs. Le cœur de cette liste repose sur l'exploitation maximale de la règle de détachement, fournissant assaut et le plus en force à ses armes si la cible est à 6 pouces, permettant ainsi de passer les paliers de blessures importants. Les Sanctifieurs et Rétributeurs forment le noyau offensif. Les premières saturent la table de Flammeurs, exploitant chaque interaction possible du détachement, tandis que les secondes assurent la destruction ciblée des menaces lourdes. Cette combinaison offre à la liste une redoutable capacité à échanger positivement, frapper, éliminer puis mourir sans perte économique dans les échanges de ressources, activant par cette mécanique la génération continue des dés de miracle. Morvenval, comme à son habitude, reste la pièce maîtresse. Catalysant les relances, elle stabilise le tempo tout en apportant une contre-charge létale en compagnie de ses parangons. Les Dominions et Immolators complètent le dispositif en assurant la projection. Grâce au mouvement d'éclaireur transféré par celle-ci, ils garantissent la première prise de position et permettent à les listes d'imposer une pression dès le premier tour. Les Castigators, plus rares en ce moment, apportent un tir de couverture fiable, formant un rideau défensif pour l'ensemble de la liste. En combinant la létalité brute des Rétributeurs et la flexibilité brûlante des Sanctifieurs, la liste impose un tempo infernal que peu d'adversaires peuvent contenir. Un archétype moderne, à la fois explosif, méthodique et terriblement efficace. Du côté des forces, nous avons une synergie parfaite entre les Sanctifieurs, les Rétributeurs et la règle de détachement. Une pression d'ouverture, c'est-à-dire dès le premier tour, via les mouvements scouts, c'est-à-dire les mouvements d'éclaireurs, ainsi que ceux de leur transport. Morvenval apportant stabilité et relance, ainsi qu'une capacité d'échange plutôt positif grâce aux dés de miracle et stratagèmes. Côté faiblesse, il y a une portée moyenne des armes limitant l'impact précoce, une dépendance à la position des Rhinos et Immolators, ainsi qu'une gestion délicate des ressources de foi sur plusieurs fronts. Enfin, la mobilité des Sanctifieurs est restreinte en dehors de leur transport si jamais ceux-ci venaient à être détruits beaucoup trop tôt dans la partie. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo.
ce sera une liste Thousand Suns dans le détachement rubrique Phalanx. Dans les personnages, ce sera très simple, 3 sorciers en armure Terminator, dont l'un sera seigneur de guerre. Pour le reste, 3 gros blocs de 10 scarabs occultes Terminator, 2 unités de 2 Seketar Robots, une unité de 10 Tsangor, une de 3 Tsangor éclairés, 2 de 3 Tsangor éclairés mais avec les grands arcs, et enfin 2 Predator Annihilator. Cette liste rubrique Phalanx repose sur une triple brique de scarab occulte Terminator, appuyée par un trio de sorciers en armure Terminator aussi. Chacune de ces unités forme une enclave capable de projeter un feu soutenu tout en absorbant un volume démesuré de dégâts. Leur résilience, combinée à la mécanique du détachement, octroyant un bonus de sauvegarde, permet de verrouiller l'espace et d'imposer une progression méthodique. Les rituels cabalistiques s'additionnent pour transformer ces blocs en menaces autonomes capables de punir toute tentative d'engagement rapproché. De plus, la possibilité d'utiliser le stratagème Revenge of the Rubricae transforme chaque perte en opportunité, permettant de frapper violemment en retour lorsqu'un sorcier, le chef d'unité, ne meurt, maintenant ainsi la pression constante sur l'adversaire. Les Seketar Robots, rapides via leur infiltration, létaux à courte portée grâce à leur lance-flammes lourds et fuseurs, ils servent de leurre sacrificielle pour forcer les confrontations là où les Terminators peuvent contre-attaquer. Leur combinaison de saturation et de tir lourd permet de piéger les adversaires trop agressifs, tout en couvrant les angles morts des blocs principaux. Ces mécaniques font des Seketar une extension indispensable de la phalanx, agissant comme des éclaireurs ouvrant la voie à la riposte des scarabs occultes. En périphérie, les Tsangor éclairés, n'importe quelle version, et les Tsangor plus classiques assurent la gestion du primaire et des secondaires. Les premiers harcèlent et capturent les zones éloignées grâce à leur vitesse, tandis que les seconds servent d'écran, à maintenir le contrôle du primaire, voire de valider le secondaire. Les Predator Annihilator ajoutent une couche de tir anti-char fiable, garantissant une menace dissuasive contre les véhicules lourds. En combinant des briques quasi indestructibles, des appuis mécaniques et des menaces périphériques, la liste impose un rythme lent mais inexorable. Elle est punitive, exigeante et méthodique, capable d'écraser toute armée tentant de la basculer sans plan précis. Du côté des forces, nous avons évidemment une résilience extrême des blocs de Terminator, une synergie puissante entre sorciers et unités rubricae via le stratagème. D'ailleurs, parlons-en. Vous avez une bonne capacité de contre-attaque létale, avec justement Revenge of the Rubricae. Enfin, les Seketar Robots servant de pivot et de piège mobile. Côté faiblesse, vous avez une mobilité très limitée des Terminators. Vous allez devoir faire des frappes en profondeur et donc de préparer le terrain. Et c'est là où les Seketar Robots prendront leur avantage. Mais c'est un plan de jeu qui n'est pas simple à maîtriser. Vous avez aussi une difficulté à gérer les armées très rapides ou dispersées, bloquant ainsi vos frappes en profondeur, ainsi qu'un risque d'encerclement sur certaines cartes à large couloir. Et bien entendu, contrairement aux listes plus classiques des Thousand Suns, vous avez une faible capacité de redéploiement une fois que vos angles sont bloqués. Nous aurons une liste White Scar dans le détachement Spearpoint. Si vous aviez raté ma vidéo dédiée à ce détachement, je vous donne rendez-vous en description où vous y trouverez le lien de la vidéo. Allez, regardons la liste. Dans les personnages, on commence avec évidemment Suboden Khan. Ensuite, on ajoute un apothicaire, un capitaine équipé de l'optimisation Spearpoint Paragon, un lieutenant qui lui aura l'optimisation Hunter Eyes, qui sera aussi seigneur de guerre. Et enfin, un lieutenant en armes combinées. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 intercesseurs d'assaut. Pour le reste, une unité d'intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal, une unité de 3 centurions d'assaut, un grand bloc de DL Blaster, une unité de 5 incursors, de même pour 5 infiltrators, un Land Raider Redeemer, une unité de 3 Outriders, 2 répulseurs exécutionneurs et enfin une unité de 5 scouts. L'Hunter Eyes confère au Hellblaster une létalité redoutable, en ignorant le couvert et générant des touches supplémentaires ainsi que des blessures automatiques. Ils deviennent l'unité pivot de la liste. Protégé par le Land Raider Redeemer, il tire, se replie avec le mouvement réactif du stratagème Hunter Instinct et réapparaissent grâce à la mobilité du transport, assurant une puissance de feu continue tout en minimisant les pertes. Ce mécanisme s'inscrit parfaitement dans la logique du détachement et des White Scars. Frapper vite, se retirer avant la riposte, puis frapper à nouveau. Le capitaine avec le Spearpoint Paragon apporte un renfort. Il maximise l'impact de son unité d'intercesseur d'assaut. Les répulseurs exécutionneurs, grâce au stratagème de fallback et shoot, permettent d'absorber la pression, tout en neutralisant les cibles prioritaires à longue portée. Sur les flancs, les infiltrateurs, incurseurs et scouts verrouillent les angles au déploiement. Contrôlant les objectifs avancés,
validant le secondaire et empêchant toute infiltration adverse. Les Outriders en compagnie de Suboden Khan, bien moins explosifs que dans ma vidéo dédiée, agissent comme catalyseurs de tempo. Ils combinent tir, charge et mobilité pour finaliser les échanges ou sécuriser les zones critiques. Enfin, les centurions d'assaut embarqués par le Redeemer afin d'être projetés dès le premier tour pour ensuite y embarquer immédiatement les Hellblasters, ils incarnent la menace de contre-attaque. Leurs foreuses et leurs fuseurs jumelés punissent toute armée cherchant à s'approcher, notamment les unités d'élite ou les monstres et blindés, grâce au +1 pour blesser du serment de l'instant ou tout simplement au stratagème Spear Thrust and Sabre Swing. Cette liste White Scar capitalise sur un équilibre rare entre puissance de feu et mobilité. Plutôt qu'une ruée frontale, elle privilégie la projection, alternant frappe rapide et repli coordonné. Chaque transport devient un point d'appui et chaque unité une menace mobile. Bien menée, la liste impose un rythme constant à l'adversaire, celui d'une meute motorisée frappant, disparaissant puis revenant pour achever sa proie. Du côté des forces, nous avons une synergie exceptionnelle entre Hellblaster et Hunter Rise. Une réactivité et une résilience grâce au transport lourd, une polyvalence entre saturation, tir lourd et contre-attaque, ainsi qu'une haute létalité contre les unités d'élite et les véhicules. Côté faiblesse, vous avez tout de même un faible nombre d'activations globales. Il y a peu d'unités dans la liste. En tout cas, pour une liste Space Marine habituelle. Vous avez une dépendance à la survie des transports pour maintenir la pression. Vous avez peu d'outils pour gérer la saturation massive de figurines, notamment contre les listes de hordes. Et enfin, vous pouvez avoir une certaine difficulté à soutenir la pression, notamment sur le long terme. On finira cette vidéo avec une liste Blood Angel dans le détachement Angélique Inheritor. Dans les personnages, on commence avec 2 capitaines en réacteur dorsal, le chef Librarian Mephiston, le commandeur Dante en tant que seigneur de guerre, un lieutenant en armes combiné avec l'optimisation Ordained Sacrifice, ainsi que le Sanguinor. Du côté des unités de ligne, nous aurons une simple unité de 5 intercessors. Pour le reste, 2 Dreadnought Ballistus, une unité de 5 incursors et de 5 infiltrators, 3 unités de 3 gardes sanguiniens, une unité de 5 scouts et 2 vindicators. Le commandeur Dante maximise la mobilité et la fiabilité de son unité, tandis que Mephiston combine résistance et une menace de mêlée, capable de neutraliser seul des unités d'élite adverses grâce à son combat en premier. Autour d'eux, les capitaines en réacteur dorsal assurent la projection immédiate des gardes sanguiniennes, coordonnant les frappes au moment le plus opportun pour exploiter la moindre faille. Le lieutenant avec Ordained Sacrifice permet de garder en permanence la pression de sa relance D1 pour blesser sur l'objectif principal, souvent celui du milieu, que la liste cherche à contrôler en priorité contre toute menace projetée par l'adversaire, permettant alors de forcer certains échanges, voire de neutraliser l'envie à l'adversaire de venir se l'accaparer, laissant ainsi aux joueurs Blood Angel les gains de primaire. Les unités de garde sanguinienne constituent des outils de démolition rapide, capables de punir violemment les armées cherchant à s'approcher des lignes. Le Sanguinor renforce ce dispositif en agissant comme catalyseur de vengeance. Il surgit pour contre-attaquer instantanément, exploitant chaque ouverture laissée par l'adversaire et transformant les pertes alliées en opportunités de massacre. En soutien, nous avons la doublette de Vindicator et de Dreadnought Ballistus, qui stabilise la liste en apportant une couverture anti-char plutôt fiable. Ces blindés dissuadent toute approche frontale, forçant l'adversaire à manœuvrer sous la menace constante des contre-attaques aériennes. Enfin, les incursors, infiltrators et scouts assurent la reconnaissance et le contrôle des objectifs primaires et secondaires, ancrant alors la présence au sol pendant que les héros dominent le ciel. Cette force Blood Angel s'impose comme un balai mortel de héros et de contre-attaques, où chaque unité est pensée pour punir la moindre erreur d'engagement adverse. Les Vindicators fixent le front, les Dreadnoughts verrouillent la ligne, et les anges descendent pour achever le travail. C'est une incarnation parfaite de la doctrine des Blood Angel. Du côté des forces, nous avons une synergie puissante entre les personnages et les unités d'assaut. Une polyvalence grâce au double appui de blindés, les Vindicators et Dreadnought Ballistus, une excellente contre-charge via le Sanguinor et Mephiston, ainsi qu'une haute létalité concentrée dans un faible volume d'unités. Côté faiblesse, il y a évidemment, comme je le disais, un faible nombre d'unités et donc un risque d'épuisement sur le long terme. Une forte dépendance à la survie des personnages, Dante, Sanguinor et Mephiston, un manque d'unités à bas coût pour tenir les objectifs prolongés, et enfin vous pourrez avoir des difficultés à gérer plusieurs fronts en simultané, notamment contre des armées dispersives comme les Aeldari.